Bonjour et bonne année 2025. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'arnaque des quotas carbone et à travers cette histoire, essayer d'aller un peu critiquer les collectivistes. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Alors, je vais commencer par vous présenter un des principaux acteurs de l'arnaque des quotas carbone, Grégory Zaoui, qui le 25 décembre s'est targué de ce tweet. Donc, je vous laisse apprécier son humour. Donc, ça, c'est une boîte de Lego. C'est écrit Gaza City et là, on peut voir des gravats en fait pour illustrer la destruction de la ville. Évidemment, il s'est fait copieusement insulter dans les commentaires. Suite à ça, je me suis intéressé à ce personnage et je me suis rendu compte qu'il avait participé à l'arnaque des quotas carbone. Comme on peut le voir sur sa page Wikipédia, donc c'est un juif séfarade, il a participé à la fraude de la TVA sur les quotas carbone et il a déjà purgé sa peine, apparemment. Je pensais que pour ce genre de crime, on pouvait rester au moins 500 ans en prison, mais non, lui, il est déjà sorti. Il a eu à peine un bracelet électronique. La Cour de cassation a même reconnu qu'il avait été incarcéré 8 mois trop tôt. Bon, c'est assez incroyable. Et en 2023, apparemment, il a même participé aux élections législatives. C'est vraiment incroyable. Alors, pour mieux comprendre en fait ce qui lui était reproché, donc, il faut comprendre déjà comment il procédait pour faire cette arnaque. Alors, on va essayer de comprendre en fait en quoi consistait exactement cette arnaque des quotas carbone. D'abord, il faut comprendre le contexte. Nous sommes au milieu des années 2000 et on commence à être sensibilisé sur la question du réchauffement climatique, notamment via Al Gore et son fameux film. Alors, comment fonctionnait exactement l'arnaque du quota carbone? Donc, l'arnaque du quota carbone, souvent qualifiée de l'arnaque du siècle, s'articulait autour du système d'échange de quotas d'émissions du CO2 instauré par l'Union européenne. Donc, il créait d'abord des sociétés fictives dans des pays où il y avait des paradis fiscaux, où la régulation était moins stricte. Ils achetaient des quotas carbone dans des pays où il n'y avait pas de TVA. Ensuite, ils revendaient en fait ces quotas carbone. Ils se revendaient à eux-mêmes en fait les quotas carbone euh, en France, au pays où il y a la TVA qui était de 20%. Et donc la Caisse des dépôts en fait avançait ces 20% qui étaient censés être reversés plus tard. Mais ils ne reversaient pas la somme en fait et ils s'envolaient avec l'argent. Donc ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils achetaient 10 millions de quotas carbone à l'étranger, ils revendaient ça à une entreprise en France. En fait, cette entreprise, c'est aussi eux qui la contrôlaient. Et durant l'échange, la Caisse des dépôts leur avançait 20% des 10 millions. Donc ça fait 2 millions. Donc à chaque transaction, en fait, il y avait 20% en plus. Donc avec les intérêts composés, ça faisait énormément. Ce qui leur a permis de gagner 1,6 milliard en... ce qui leur a permis de gagner 1,6 milliard entre septembre et juin, entre septembre 2008 et juin 2009. C'est vraiment énorme. Beaucoup de contenu qui a été créé sur cette arnaque en fait, notamment déjà un film avec Benoît Magimel, il me semble, et un documentaire Netflix, je crois, c'est Les Rois de l'arnaque. Donc moi j'ai regardé cette série l'année dernière et j'ai trouvé ça vraiment bien, notamment sur la forme, c'est super bien fait. C'est Vincent Lindon qui joue le rôle de l'inspecteur Javert. Je l'appelle l'inspecteur Javert parce qu'il s'acharne en fait tout au long de la série pour retrouver les escrocs. Et il m'a fait penser à ce personnage de Victor Hugo. Et, euh, et la série est vraiment bien faite, je vous la recommande vivement. Donc là, ce passage en fait, il m'a interpellé parce que donc je précise d'ailleurs que ce passage en fait n'a certainement jamais eu lieu parce que le personnage de Vincent Lindon est inventé. Donc je pense qu'il a été inventé pour des raisons, je pense, scénaristiques, hein. C'était beaucoup plus facile de raconter le récit du point de vue d'un enquêteur. Donc là, il va rencontrer la ministre de l'économie pour essayer d'expliquer qu'il y a des arnaqueurs qui sont en train enfin que l'arnaque est en cours en fait, qui sont en train de siphonner l'argent et qu'il faudrait que les autorités se bougent. Donc je vous demande d'observer vraiment comment ces autorités vont réagir quand il va leur apprendre la chose. Bonjour.
Madame la ministre. Je crois savoir que vous êtes polytechnicienne, Madame la ministre. En effet. Voilà. Mon service a mis au point l'équation capable de calculer l'impact de la fraude à la TVA sur les quotas carbone. Alors le principe est simple, c'est le principe du carrousel. On réinvestit sans arrêt la TVA détournée, plusieurs fois par jour, voire même plusieurs fois par heure. Et ça donne l'effet d'une boule de neige qui roule, qui grossit, grossit, grossit. Mais on ne finit pas de grossir. Ça me rappelle de vieux souvenirs de voir ce genre d'équation. Oui, mais là, ça risque d'être un de vos plus mauvais souvenirs, Madame le ministre. Si vous permettez que je vous montre quelque chose. Regarde. 7 millions investis représentent 2 milliards de fraude en moins de 3 mois. Et tout ça grâce à la TVA remboursée par la Caisse des dépôts. C'est-à-dire l'État français, en fait. C'est drôle de malin qui met ça au point. Oui, mais les gens qui ont mis ça au point, si je puis me permettre, ils n'ont pas fait Polytechnique comme vous. Et ils savent à peine lire et écrire. Ils savent compter, manifestement. Et j'imagine déjà la réaction de la presse quand ils vont apprendre que les plus beaux esprits de la démocratie française se sont fait plaider par ces petits malins, comme vous dites. Et que le préjudice pour le compte public Merci beaucoup. se compte en milliards. Que proposez-vous, monsieur Nachter? Voilà, c'est ça en fait. Ça, c'est vraiment le passage qui m'a estomaqué en fait. Donc là, on vient d'annoncer au ministre que voilà, qu'il y a un arnaque en cours, que c'est des milliards qui sont en train de disparaître dans la nature. Et sa réaction est quand même assez. Elle est très détachée vraiment de ce qui est en train de se passer, hein. C'est incroyable, hein. Ce que je propose, c'est de fermer le marché. Là, maintenant, immédiatement. Fermer Overgreen. C'est la seule solution pour tout arrêter. Non, c'est pas possible. Non. Non, on peut pas faire le marché, c'est pas possible. Pas pour une fraude. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Ou du moins suspendre les versements de TVA instantanés sur ces transactions. Mais une fraude, il y en a sur tous les marchés financiers. Et on va dire quoi aux sociétés honnêtes qui interviennent sur Overgreen? Eh bien, on pourrait les dédoger. Alors après, ça, c'est une décision politique. Moi, ma mission, c'est d'enquêter et les arrêter. Fermer le marché, ça serait juste avouer au monde entier qu'on sait faire. On ne peut pas faire ça. Et on ne peut pas fermer le marché en claquant des doigts. Nous avons besoin de l'approbation de la Caisse des dépôts, du Parlement et sans doute aussi de Bruxelles. C'est comme si on était en train d'assister en direct au braquage de la Banque de France et qu'on me disait qu'il fallait attendre l'autorisation de Bruxelles pour intervenir. Vous vous rendez compte, Madame la ministre? Mais ces escrocs, on ne les a pas encore arrêtés. Franchement, peut-être qu'ils sont peut-être allés fort, mais je pense sincèrement que dans une pareille situation, des hauts fonctionnaires pourraient se comporter de la sorte en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas du tout, il n'y a pas du tout d'urgence, parce que parce que de toute manière, les milliards, ne leur appartiennent pas. Donc, ils sont pas personnellement impliqués dans cette perte, donc ça ne les affecte pas personnellement. Donc, ils ne ressentent pas l'urgence. Alors, cette désinvolture de la part des hauts fonctionnaires, en fait, Nassim Nicole Taleb, qui est un essayiste, hein, donc c'est un trader, je crois, de formation, il a écrit plusieurs bouquins sur l'économie et la psychologie. Et en fait, lui, il nous explique que c'est quelque chose de totalement normal, en fait. Et l'une des raisons pour laquelle il y a cette désinvolture de la part des hauts fonctionnaires, c'est parce qu'en fait, ils ne sont pas personnellement impliqués, parce qu'ils ne jouent par leur peau. Donc, qu'est-ce que signifiait jouer sa peau, en fait, selon lui? Donc, l'expression jouer sa peau fait référence à la nécessité d'être personnellement exposé aux conséquences de ses propres actions et décisions, en particulier lorsque le conseil influence les autres. L'auteur soutient que sans cette implication directe et ce risque personnel, il est difficile de faire confiance à quelqu'un ou à ses jugements. Donc en fait, dans son bouquin, il essaie d'expliquer pourquoi certaines personnes ne prennent pas de bonnes décisions. Il s'agit d'un des piliers de l'éthique de la prise de ces décisions car elle encourage la prudence, l'honnêteté et la responsabilité. Donc, donc ça peut être une sorte d'illustration de la raison pour laquelle dans les systèmes collectivistes où en fait les ressources appartiennent à tout le monde, en fait, le problème c'est que ça n'appartient plus à personne. Donc personne n'est plus personnellement impliqué et donc
on aura plus de difficultés à défendre les intérêts. Bon, dans le même ouvrage, Nassim Nicholl Taleb parle du Code d'Hammurabi, qui est l'un des plus anciens textes de loi qui ait jamais été écrit. Et dedans, il dit, citation, si un maçon construit une maison et que la maison s'effondre et provoque la mort de son propriétaire, le maçon sera mis à mort. Cette loi met en évidence une forme de responsabilité totale du concepteur. Donc en fait, si les décisions impliquent personnellement en fait ceux qui prennent les décisions, de toute évidence, les décisions seront prises avec beaucoup plus de sérieux. Et pour finir, j'avais envie de parler de Nicolas Sarkozy, qui était président de la République pendant l'affaire des quotas carbone. Et lui aussi, il a subi un préjudice, donc on a arnaqué son compte bancaire. Et vous allez voir que la réaction n'a pas du tout été la même. Pourtant, les montants impliqués étaient beaucoup plus faibles, je veux dire. Mais Sarkozy a réagi avec beaucoup plus de fermeté et de dynamisme. C'est pas question les hauts fonctionnaires sont incompétents en fait. La question c'est plutôt est-ce qu'ils sont personnellement impliqués par les décisions qu'ils prennent. Donc c'est vraiment ça la question. Donc tout à l'heure je montrais un haut fonctionnaire à qui on annonçait qu'elle est en train de perdre 1,6 milliard d'euros en fait. Et elle prenait la chose avec vraiment beaucoup d'indifférence. Et là, on a Sarkozy qui a été victime d'un... C'est quasiment à la même période, hein, parce que le quota carbone, c'est septembre 2008, juin 2009. Et donc Sarkozy s'est fait arnaquer en septembre 2008 aussi. En fait, en tout cas, il s'est rendu compte qu'on l'a arnaqué en septembre 2008. Et les montants impliqués, c'était à peine une centaine d'euros. Tu vois, c'est des montants très faibles. Parce que Sarkozy, quand même, on peut supposer quand même que dans son compte, il y a plusieurs centaines de milliers d'euros. Et donc, moi, je suis étonné qu'il ait pu se rendre compte qu'on lui avait arnaqué 100 euros. Parce que même des gens qui gagnent 2000 euros, c'est pas forcément évident qu'ils se rendent compte qu'il y a des prélèvements de 100 euros qui n'auraient jamais dû avoir lieu, en fait. Donc, non seulement il s'est rendu compte du préjudice, mais en plus, il a, il a su tout de suite, il a su tout de suite à couper l'arnaque et porter plainte contre les auteurs. Et à l'époque, on lui avait pas permis de porter plainte parce qu'il était déjà président, il me semble. Donc ça illustre en fait la différence en fait. Dans un cas, en fait, c'est des milliards et dans l'autre cas, c'est des centaines d'euros. Mais on se rend compte que quand c'est des centaines d'euros, la réaction était beaucoup plus rapide. Pourquoi? Parce que c'était sur le compte personnel de Nicolas Sarkozy en fait. C'est ça la différence. Donc c'est une illustration que quand c'est de l'argent public, tout de suite, c'est beaucoup moins... comme ça n'appartient à personne par définition, ben, ce sera beaucoup moins bien géré. Donc c'était ça l'idée de mon propos. J'espère que j'ai été clair et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.